Permettez-moi de passer la parole au premier correspondant. C'est la chaîne Rossiya 24. S'il vous plaît, posez votre question. Merci beaucoup, Monsieur Lavrov. Je vous salue. Bonjour, Maria Zakharova. Je pense que la question principale, c'est sans aucun doute la question des pourparlers. Aujourd'hui, on entend des milieux diplomatiques, des experts, etc. En fait, on évalue la situation. Il y a des versions différentes. Ma question, avec qui se mettre d'accord à Kiev maintenant? Parce que M. Kellogg a fait quelques propositions. C'est la nouvelle administration. S'il est vraiment l'envoyé spécial pour l'Ukraine. Monsieur Lavrov, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, beaucoup de choses ont été dites à propos de ce sujet et le président l'a commenté à plusieurs reprises, notamment lors de la ligne directe, aussi lors du club Valda et lors d'autres rencontres. Et les paroles creuses, c'est quelque chose qui ne peut pas nous convenir. Pour l'instant, on nous dit qu'il faut inventer une trêve quelconque et on ne nous cache pas que cette trêve, ils en ont besoin pour continuer de gaver l'Ukraine des armes, pour que l'Ukraine organise une mobilisation supplémentaire, etc. Cette trêve, c'est le chemin sans issue, le chemin qui mène à nulle part. Nous avons besoin des accords juridiquement contraignants, finaux, qui fixeront toutes les conditions, qui prennent en compte les sécurités, les garanties de sécurité de la Russie et bien sûr les intérêts de sécurité de nos voisins. Mais il faut avoir un contexte qui fixera l'impossibilité de violer ces accords. Et ces accords doivent concerner les causes principales, les causes originelles de ce conflit. Les deux causes principales, c'est la violation de tous les engagements de ne pas élargir l'OTAN vers l'Est, ainsi que l'absorption de tout l'espace géopolitique. Et on a réservé ce sort à l'Ukraine. Et la deuxième cause, ce sont des actions racistes du régime de Kiev après le coup d'État. Officiellement, cela a été prononcé et cela a été adopté. Les lois ont été adoptées. Je parle de l'interdiction de la langue russe dans les médias, l'utilisation de la langue russe dans la vie quotidienne, l'interdiction de l'Église canonique orthodoxe ukrainienne. On nous dit que la Russie pose des conditions préalables. Ce ne sont pas des conditions préalables, ce sont des exigences de mettre en œuvre ce dont nous avons convenu autrefois et on nous a menti quand on nous a dit que le temps n'élargisserait pas vers l'Est et qu'il soulignait qu'il voulait respecter les accords en vertu de la charte de l'ONU, mais on oublie que cette charte confirme non seulement le principe de l'intégrité territoriale, il y a aussi dans cette charte le principe de la parité, de l'autodétermination des peuples. D'ailleurs, l'Assemblée générale a longtemps examiné le lien entre ces deux principes et elle a pris une décision par consensus. Elle a dit qu'il fallait respecter l'intégrité territoriale de tous les pays dont les autorités respectaient le principe de l'autodétermination et ainsi représenter l'ensemble de la population qui habite sur ce territoire. Comment le régime nazi de Kiev peut représenter les intérêts des Criméens, les habitants du Donbass, de la Nouvelle-Russie? Après le coup d'État, ils les ont appelés terroristes. Le régime a commencé une soi-disant opération antiterroriste. Vous savez, il y avait des initiatives de la Chine, du Brésil concernant cette crise en Ukraine. Ces propositions soulignent la nécessité de respecter la charte de l'ONU. Il inclut également ce principe de l'intégrité territoriale. Nous nous discutons avec nos amis qui proposent de telles initiatives de bonne foi et on dit que la charte de l'ONU a plusieurs facettes. Le principe de l'autodétermination des peuples, il est aussi très important.
Si ce principe n'existait pas, je crois qu'il y aurait des problèmes de mener le processus de la décolonisation des peuples africains et c'est le principe qui est à la base de la décolonisation. Et cette colonisation, elle a montré que, en fait, le processus de décolonisation a montré que les peuples africains ne voulaient plus vivre dans les conditions de la colonisation. Je pense que c'est à peu près la même chose pour les habitants de Donbass, de la Nouvelle-Russie. Ils ne veulent pas vivre sous la direction des nazis qui ont pris le pouvoir à Kiev. Ça veut dire qu'ici, on parle maintenant du principe de l'autodétermination des peuples, ce qui a été fait, et les Criméens l'ont fait en 2014. Et il y a quelques années, c'est le Donbass et la Nouvelle-Russie qui l'ont fait. Ce sont des réalités qui ont été fixées dans notre Constitution. Si l'on veut parler sérieusement, il faut traiter les principes de la Charte de l'ONU dans leur intégrité, dans leur interdépendance, et il faut bien sûr respecter le principe des droits de l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par l'Occident, c'est ce qui est fixé par le premier article de la Charte de l'ONU. On dit que tout le monde doit respecter le droit des peuples, quelle que soit la race, la religion, etc. La langue russe a été interdite par la loi ukrainienne. L'Église orthodoxe canonique a été aussi interdite. Alors, je pense que s'il y a quelqu'un qui veut de bonne foi trouver des fondements du règlement, ne peuvent pas fermer les yeux sur les origines de ce conflit. Je vous rappelle que le président chinois, M. Xi Jinping, a mis sur la table une proposition de la sécurité globale en février 2023 et cette proposition a été consacrée à tous les conflits au principe de leur règlement et il a souligné dans le texte de ce document la nécessité de trouver et d'éliminer les premières causes de ce conflit. Je voudrais aussi mentionner en point, vous avez mentionné M. Kellogg, qui a été annoncé en tant que futur envoyé spécial du président Trump pour l'Ukraine. Et récemment, il a fait savoir qu'ils ont vu la tentative de la Russie et de l'Ukraine dans le cadre du processus de Minsk qui avait échoué. Alors on ne va pas, il a dit qu'il n'allait pas répéter cette tentative. Je pense que M. Kellogg devra se plonger dans le dossier ukrainien, de l'étudier de manière plus approfondie, mais les accords de Minsk, ce n'était pas une tentative. C'était des accords, des documents signés, des documents qui ont été garantis par une déclaration complémentaire des leaders de la Russie, de l'Ukraine, de la France et de l'Allemagne. Et ces documents disaient que la sécurité euro-atlantique tiendrait compte des intérêts de tous les pays. Ce document disait qu'on créerait l'espace commun de l'Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique. Et beaucoup de choses ont été inscrites dans ce document, mais aucune clause de ce document et aucune clause du document de Minsk, je parle des obligations de Kiev, rien n'a été appliqué. Et encore une fois, je le souligne, c'est un document qui a été harmonisé, qui a été signé et qui a été approuvé à l'unanimité dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc je pense que M. Kellogg devrait peut-être étudier de manière plus approfondie ce document. Les accords de Minsk, ce n'était pas une tentative, mais c'était la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette décision a été piétinée avec l'approbation des États-Unis. À l'époque, c'est M. Poroshenko et les anciens leaders de l'Allemagne et de la France qui l'ont signé. Je parle de Mme Merkel et de M. Hollande. Je crois qu'il y a un an, ils ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention d'appliquer ces accords. Ils avaient juste besoin de temps pour gaver l'Ukraine des armes. Aujourd'hui, on entend des idées différentes. Elles sont moins contraignantes que les accords de Minsk. Et je crois que ces idées n'ont qu'un seul objectif. Le même objectif, c'est de gagner du temps pour le régime de Kiev. Le président Poutine a dit que nous étions prêts à envisager toute proposition sérieuse et concrète.
Mais je vais aux devinettes, lire l'avenir dans le marc du café. Je crois qu'il est encore tôt de le faire et j'espère bien que l'administration de Donald Trump, y compris M. Kellogg, vont comprendre, examiner les origines de ce conflit. Nous sommes toujours prêts à des consultations et notre position a été clairement exposée. Nous sommes prêts à la répéter. Nous sommes prêts à des pourparlers si ce seront des pourparlers concrets, des pourparlers qui traiteront des origines de ce conflit et des principes qui ont été mentionnés par le président Poutine au mois de juin quand il a fait une intervention dans le ministère russe des Affaires étrangères. Et encore une fois, je le souligne, ce ne sont pas des conditions préalables. Ce sont des exigences de respecter ce qui a été signé quand la Charte des Nations Unies a été adoptée. Merci. S'il vous plaît, groupe Média Chine. Bonjour, merci Madame Zakharova, Monsieur Lavrov. Dans une de vos interviews récentes, vous avez dit que les personnes deviennent toxiques quand ils voient que vous parlez en américain aux Européens. Il vous dit que les Européens vous fuient quand ils vous voient. Alors, si ces humeurs existent, est-ce qu'il est possible de régler des problèmes sérieux? Est-ce que la diplomatie peut être utilisée en tant qu'instrument sérieux dans la vie internationale? Et ma deuxième question, qui concerne la coopération avec les pays du Sud. La Chine et la Russie consolident la majorité des pays et lors du sommet des BRICS à Kazan, notre groupe média et le groupe VGTRK ont tenu une table ronde. Et lors de cette table ronde, les participants se sont prononcés pour la création d'un mécanisme qui assurera l'accès aux informations objectives et justes. En 2025, la Chine organisera le sommet de l'ECS et on célébrera ensemble le 80e anniversaire de la Grande Guerre. Qu'en pensez-vous? Quelles sont les mesures que nous devrons entreprendre ensemble pour défendre l'ordre international après la Seconde Guerre mondiale et pour défendre le monde et la paix? Merci. Quant aux méthodes qu'utilisent nos collègues occidentaux, en fait, je crois que on peut se lamenter, mais ils ont pris déjà une décision politique, assurer l'isolation de la Russie dans tous les sens. Ils avancent des exigences bizarres à d'autres pays, ne pas rencontrer les représentants russes, ne pas leur rendre visite, arrêter de commercer avec eux, d'acheter des hydrocarbures plus chers. C'est ça, ce sont maintenant les méthodes de la diplomatie occidentale. Ils ne font que nous chantager, ils ne font que nous frapper de sanctions. Et d'ailleurs, Josep Borrell, qui a récemment quitté le poste du représentant de la politique extérieure de l'Union européenne, il a fait savoir tout récemment, quand il n'est plus en sa fonction, je crois qu'il y a 10 jours, il a dit que l'Occident n'avait pas pu isoler la Russie et l'Union européenne a promis à porter son aide à Kiev encore pendant longtemps, mais il a dit que la Chine a remplacé l'Europe et le groupe des 7 dans les échanges commerciaux avec la Russie. Je pense qu'il est devenu clairvoyant, non pas la dernière semaine de ses fonctions, mais tout le monde le comprenait déjà. Et on comprend bien que les sanctions apportent des préjudices à la population des pays qui appliquent ces sanctions. Il y avait un ouragan aux États-Unis récemment. Le président Biden ne l'a pas d'abord remarqué, ensuite il est allé voir les dégâts. Vous vous souvenez des soldes, des prestations qui ont été payées $700 pour une personne? Il y avait beaucoup de manifestations parce que c'est une attitude des autorités vers leur propre population. Alors qu'en même temps, on envoie des milliards de dollars en Ukraine. Il y avait aussi des crises agricoles en Europe. Cela a
eu des dégâts pour l'agriculture allemande. Moi, bien sûr, c'est à eux de décider de leur politique. Ce qu'ils font, c'est d'éliminer les concurrents. Maintenant, ils s'occupent de la Russie. Maintenant, ensuite, ils vont s'occuper de la Chine. Ils privent la Chine de la livraison des puces, des éléments de microélectronique. Ils veulent restreindre le développement de la Chine. Mais je suis sûr que nous allons faire produire tout ce qui est nécessaire pour notre développement. Les méthodes sont bien connues et à part nous, à part la Chine, vous savez, l'Europe, elle aussi, est devenue victime de la politique appliquée par les États-Unis. Cette politique vise à éliminer tout concurrent. Nous le voyons, nous le comprenons et nous en avons parlé à plusieurs reprises. Nous sommes prêts à parler avec tous les représentants de l'Occident et qui veulent avoir un dialogue paritaire, qui veulent retrouver un équilibre d'intérêts, respecter les intérêts des uns et des autres. C'est la Slovaquie, c'est la Hongrie et ce sont autres membres de l'Union européenne qui, au fur et à mesure, commencent à demander d'avoir des dialogues francs. Mais ouvertement, il y a très peu de pays qui le font parce qu'il y a une discipline de trick dans l'Union européenne. La nouvelle chef de la diplomatie, Mme Kallas, dicte à tout le monde comment ils doivent se comporter. Bon, on va voir quelle sera la conduite de la bureaucratie de Bruxelles. D'ailleurs, on la compare avec une variante plus dure du système autoritaire de l'Union soviétique. On va voir comment cette diplomatie, est-ce que cette diplomatie sera en mesure de convaincre la population européenne. Est-ce qu'elle va réussir à les convaincre qu'elle connaît mieux les humeurs de la population européenne? En ce qui nous concerne, en ce qui concerne nos relations, nous comprenons très bien que la Russie et la Chine effectivement représente un facteur stabilisateur des relations internationales. Je peux citer un exemple positif de notre interaction sur la scène internationale. C'est notre interaction dans le cadre des BRICS. Et dans le cadre de cette association, il y a des pays qui représentent des continents, des civilisations, des religions, des cultures différentes. Tout cela s'inscrit de manière harmonieuse dans les accords qui sont aussi harmonisés dans les BRICS et qui portent sur tous les secteurs, la politique, le domaine militaire, les questions économiques et les questions culturelles, la formation, etc. Donc l'ensemble de domaines dans lesquels nous coopérons. Les BRICS sont très populaires. 35 délégations, les délégations de 35 pays ont été représentées au sommet de Kazan. Elle avait aussi les représentants de 6 organisations internationales, y compris le représentant de l'ONU, et cela témoigne du fait que cette organisation jouit d'une popularité, d'une autorité, et qu'il intéresse de plus en plus les pays du Sud et les pays de l'Est qui ont une politique indépendante dans les affaires internationales. Je suis persuadé que le développement durable du monde multipolaire est impossible sans instauration des contacts entre ces nouvelles associations, les associations de nouveaux types. Il n'y a pas de guide ou de guidé, il n'y a pas de chef, où il n'y a pas de directives qui doivent être appliquées, comme on le voit à l'OTAN et en Union européenne. J'espère de toute façon, le monde multipolaire prévoit la participation dans ce processus de nos collègues occidentaux et ils ne vont pas disparaître de notre planète, mais leur positionnement, comment ils vont vivre cette perte psychologique, la perte de la domination. Je pense que tout cela dépendra de leur culture politique, de leur compréhension de leur rôle réel dans notre vie d'aujourd'hui. Cela dépendra aussi de leurs actions et ils doivent également penser au respect des intérêts des réalisations d'autres pays, y compris des pays des BRICS. Quant à l'aspect médiatique, le travail des BRICS, nous partons du principe qu'il faut
éclaircir les principes sur lesquels fonctionnent les BRICS. Il faut expliquer comment organiser le travail d'information parce qu'il y a beaucoup de oui-dire, il y a des intox, de fake news à l'Occident concernant les activités des BRICS. On essaie de ne pas attirer l'attention sur ce groupe dont les membres se trouvent sur tous les continents de notre planète. Et bien sûr, la promotion de l'interaction informatique est très importante pour renforcer les positions des BRICS et du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, dans des organisations différentes. C'est l'ONU, c'est l'Organisation de la coopération de Shanghai, c'est également le TCS dans d'autres formats. Encore une fois, je le souligne, l'interaction entre la Russie et la Chine joue un rôle de consolidation pour les États du Sud. Vous avez également mentionné la fête du 80e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, et ce sont nos pays qui ont eu des plus grandes pertes dans cette guerre, et nos leaders se sont mis d'accord d'organiser des festivités dignes de cette grande date, parce que c'est le 80e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, dans la Grande Guerre patriotique, et dans la Seconde Guerre mondiale qui est célébrée le 9 mai et le 8 mai. Et ce sera aussi la date le 3 septembre, c'est la victoire au Extrême-Orient. Je suis persuadée que les différentes structures, les BRICS par exemple, où nous coopérons avec la Chine, couvriront ces événements de manière digne. Bien sûr, nous sommes intéressés à renforcer notre coopération. Au mois de septembre, la Russie a assuré la présidence de cette organisation et nous avons tenu un sommet organisé d'ailleurs par l'agence TASS avec soutien de la Chine. Et ce forum a réuni les représentants de 60 médias et en octobre, nous avons organisé une table ronde, le dialogue des médias des pays des BRICS dans l'université de Kazan. Je suis persuadée que de tels événements doivent être organisés régulièrement, doivent être organisés encore plus régulièrement, plus souvent, et ce sont des plateformes alternatives, ce sont des plateformes d'accès d'information pour les populations, et je sais que les citoyens occidentaux veulent savoir la vérité sur ce qui se passe au-delà de l'OTAN et de l'Union européenne. Et maintenant, nous passons la parole à nos collègues des Émirats arabes unis, à Shark News, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Lavrov. Bonjour, Madame Zakharova. J'ai deux questions sur l'Ukraine et sur la Syrie. Monsieur Lavrov, Moscou déclare très souvent qu'elle est prête à maintenir les pourparlers et vous l'avez confirmé. Monsieur Poutine, lors de la conférence de presse, a dit que Moscou est prête à maintenir les pourparlers avec les autorités légitimes de l'Ukraine. Zelensky ne représente pas les autorités légitimes. Alors, quelle est l'issue de l'opération militaire spéciale possible pour Moscou? Et la deuxième question, Moscou dit qu'elle maintient les pourparlers avec de nouvelles autorités qui contrôlent le pouvoir en Syrie. Comment pouvez-vous évaluer, caractériser ces pourparlers et quel est l'avenir de relations entre Moscou et Damas? En ce qui concerne la légitimité de nouvelles autorités ukrainiennes, soi-disant autorités ukrainiennes, lors de la ligne directe, le président a dit que ce sont les Ukrainiens qui doivent régler ce problème pour mettre de l'ordre à Kiev, pour que tout soit en conformité avec la constitution ukrainienne. Et s'ils veulent le président légitime, ils doivent organiser les élections. Et maintenant, selon la Constitution, comme l'a dit notre président, ce n'est que la Verkhovna Rada et son président qui sont les représentants du pouvoir légitime. Mais il est important de ne pas juste nommer quelques personnes, mais de régler les causes profondes de la crise que nous voudrions régler. Et sans cela, on ne peut pas nous mettre d'accord là-dessus.
J'espère que tous ceux qui s'intéressent à la promotion de pourparlers comprennent de quoi il s'agit. Ce ne sont pas les conditions préalables, je réitère. C'est la chose nécessaire pour tous les parties prenantes de ce conflit. C'est tout ce qu'on avait dû mettre en œuvre conformément à tous les engagements qui ont été pris et conformément à la Charte des Nations Unies, dont les principes doivent être respectés à part entière dans leur interconnexion. Avec cette compréhension, nous sommes prêts à toutes les propositions claires et je pense que tout le monde comprend que le cessez-le-feu temporaire qui va permettre de restaurer, de reprendre les hostilités dans quelque temps est inacceptable. Nous cherchons la fin de ce conflit à la base juridique, à la base solide, durable, par le biais de l'élimination de ces causes profondes. Et je compte sur le fait que cette compréhension de l'absence de l'alternative à cette approche sera la chose commune. Nous maintenons les contacts avec les autorités syriennes par le biais de notre représentation diplomatique et maintenant nous discutons de sujets pratiques concernant la sécurité et la sûreté de nos citoyens, concernant le fonctionnement sécurisé de notre ambassade et en général, nous nous intéressons au dialogue. Nous sommes prêts à maintenir le dialogue sur toute une vaste gamme de questions de nos relations bilatérales. Comme l'a dit notre président, nous sommes prêts à établir les contacts avec toutes les forces vives de la société syrienne et nous sommes prêts, nous maintenons déjà ces contacts depuis assez longtemps et même avant les événements récents. Et je vais souligner que le chef de nouvelles autorités syriennes, M. Shahara, a donné une interview à BBC où il a parlé de relations entre nos pays. Il a dit que nous avons les relations assez amicales qui datent depuis très longtemps et nous avons porté une grande contribution à la libération de la Syrie à l'époque, la libération de la dépendance coloniale. Nous avons contribué à la formation de cadres. Des dizaines de milliers de Syriens ont fait leurs études en Syrie. Maintenant, 5 000 étudiants syriens font leurs études dans nos universités et nous allons continuer cette pratique et nous espérons que toutes les questions sur le plan d'investissement, sur le plan économique, où nous avons déjà acquis de bons résultats, seront réglés. Et une fois une nouvelle structure de pouvoir est établie, nous connaissons que c'est une période pas si simple, c'est la période de transition qui est la préparation, une sorte de préparation pour les élections. Il faut également élaborer le plan de l'organisation de ces élections pour qu'elles soient légitimes et pour que toutes les forces politiques, tous les groupes ethnoconfessionnels puissent y participer. Alors, ce n'est pas un processus très simple, je le réitère, mais nous sommes prêts à favoriser, à contribuer à ce processus, y compris via le Conseil de sécurité des Nations Unies, via le format d'Astana, où la Russie, ensemble avec la Turquie et l'Iran, avec la participation d'un nombre de pays arabes, sont prêts à jouer le rôle important dans la consolidation de tous les processus en Syrie et à contribuer à la consolidation de tous les et à l'organisation des élections pour que les résultats ne soient pas contestés. Alors, nous maintenons les contacts avec l'Arabie saoudite, avec l'Irak, la Jordanie, l'Égypte, bien sûr, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Liban. Tous ces pays s'intéressent
à l'avenir meilleur de la Syrie pour qu'elle ne répète pas le destin de la Libye après l'agression de l'OTAN qui avait complètement détruit cet État. Et maintenant, la situation n'est pas stable, même aujourd'hui. Alors, il est très important de savoir quel sera le rôle joué par les autorités syriennes. Nous avons entendu la déclaration de M. Erdogan. Nous comprenons les préoccupations légitimes du peuple turc en ce qui concerne la sécurité frontalière avec la Syrie, où des accidents se sont produits à cause des actes de structures terroristes qui ont semé le chaos. Ces intérêts légitimes de la sécurité doivent être satisfaits et on doit faire en sorte que la Syrie préserve sa souveraineté, son intégrité territoriale, son unité. Et nous soutenons maintenant ces intentions des autorités syriennes. Et à l'est de Syrie, les Américains ont occupé de façon illégitime une grande partie du territoire. Sur ce territoire se trouvent les gisements, les réserves du pétrole. Tout cela est exploré et produit et transformé. Et l'argent va aux structures séparatistes créées par les Américains à l'est de l'État syrien. Tout cela doit être pris en compte. Il faut prévenir l'effondrement de la Syrie, le partage de la Syrie. Et plusieurs acteurs veulent le faire. Il est important que l'État d'Israël sente la responsabilité également et n'essaie pas de préserver sa sécurité au détriment de la sécurité d'autrui. Ce principe de l'indivisibilité de la sécurité a été proclamé il y a très longtemps. Il ne faut pas détruire tous les sites militaires de ton voisin et vivre dans la bonne heure pendant tout le reste de la vie. Alors, la chaîne Telesur et le Venezuela, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Lavrov. Bonjour, Madame Zakharova. Je représente la chaîne internationale du Venezuela, du Cuba et du Nicaragua. Nous avons deux questions. L'Amérique latine et la Russie sont liées par les liens historiques, culturels, celles de sympathie humaine. Alors, quelles seront les mesures concrètes de la Russie l'année prochaine afin de renforcer nos liens et quelles sont les priorités de la politique russe dans la région latino-américaine? C'est la première question. La deuxième est la suivante. Avec l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle administration de Trump aux États-Unis, la Russie espère d'établir les relations plus pragmatiques, mais nous savons que les représentants d'une nouvelle administration envoient les menaces aux alliés, aux amis de la Russie parmi les pays du Sud global. Comment tout cela peut influencer nos relations? Vous avez tout à fait raison. Les relations entre la Russie et les régions de l'Amérique latine et des Caraïbes sont traditionnellement amicales. Les Russes et les Latino-Américains ont des sympathies de longue date et cette affinité mutuelle est visible dans notre attitude envers la culture et l'histoire de l'un en l'autre. Et la majorité écrasante de pays latino-américains reçoivent les messages sur la nécessité de renforcer la coopération avec la Fédération de Russie. Nous développons de façon active le dialogue sur des questions politiques via les canaux de la politique étrangère dans le domaine culturel et humanitaire. Et nous développons la coopération au niveau de nos régions et même municipalités. C'est le réseau ramifié de notre coopération et nous sommes prêts à approfondir davantage ces contacts conformément aux intérêts de nos amis latino-américains. Ces relations sont fondées sur le respect mutuel, sur les avantages mutuels. Il n'y a pas de doctrine quelconque, quelle que ce soit la doctrine de Monroe ou une autre sorte de doctrine. Et bien sûr,
nous accordons une attention particulière à l'administration de Biden qui, pendant les 4 années de son mandat, a déclaré à plusieurs reprises qu'elle est préoccupée par le fait que la Russie avait envoyé une délégation au Venezuela ou au Nicaragua, par exemple, parce que cela crée les menaces de sécurité pour les États-Unis. Alors, il faut avoir conscience, il faut être consciencieux parce que tout le monde comprend les risques créés par les États-Unis pour les autres pays. Il y a plus de 200 bases militaires dans un nombre de pays. Je ne peux pas même vous citer le nombre concret. Et en même temps, on interdit à quelqu'un de préserver les relations avec la Fédération de Russie. C'est une approche sans perspective et j'espère que la nouvelle administration à Washington va prendre conscience de ce fait. Alors, nous avons un nombre de projets mutuels pour l'année prochaine, un nombre de visites qui sont prévues et nous développons nos relations non seulement sur le plan bilatéral, mais aussi au niveau de structures régionales, comme par exemple la CELAC, la OBA, le système d'intégration latino-américain comme Mercosur, CARICOM et les autres structures. Nous partons du principe que l'année prochaine sera très fructueuse sur le plan des événements et compte tenu du fait que dans les mois à venir, nous allons célébrer une défilée d'anniversaire de l'établissement de relations entre la Russie et l'Amérique latine, en mars avec le Venezuela et en avril avec le Guatemala, en octobre avec le Cuba et le Honduras, en octobre avec l'Argentine et en décembre avec le Mexique. Et cet anniversaire sera célébré de façon digne. Nous prévoyons des expositions, des événements culturels pour notre jeunesse et cela va nous permettre de définir de nouvelles perspectives dans le développement de nos relations. Et par ailleurs, cette année, nous inaugurons l'ambassade en République dominicaine. En juin, nous serons ravis de voir nos amis de l'Amérique latine au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Et traditionnellement, nous avons préparé une section pour l'Amérique latine. En juin, lors de ce forum, le président de la Bolivie, M. Arce, a participé aux événements. C'est la première fois que le représentant d'un niveau aussi haut a pris part à ce forum international. Et je pense que le Forum économique de l'Est, la semaine énergétique russe et le Forum culturel international de Saint-Pétersbourg et les autres événements seront particulièrement intéressants pour nos amis. Malgré la pandémie du coronavirus, malgré la guerre de sanctions lancée par l'Occident, les chiffres d'affaires sont stables avec l'Amérique latine depuis plusieurs années et nos partenaires clés, le Brésil, le Mexique, la Colombie, le Chili, l'Argentine, l'Équateur, s'intéressent au développement de relations sur le plan bilatéral avec le Venezuela et le Cuba qui font l'objet de sanctions sans précédent de la part des États-Unis. Nous mettons en œuvre de projets bilatéraux avec plusieurs États dans plusieurs domaines. Premièrement, les TIC, et nous nous intéressons au développement de contacts entre l'Amérique latine et notre Union économique eurasiatique. Maintenant, le seul observateur international non régional au sein de cette union est le Cuba. Et j'ai évoqué la coopération humanitaire, culturelle, scientifique, dans le domaine de formation, dans le domaine des sports. Nous envisageons de développer les contacts de façon plus rapide. Maintenant, 5 000 étudiants latino-américains font leurs études à nos universités par le biais de nos bourses. Nous savons que dans plusieurs pays latino-américains, afin d'obtenir une bourse, on organise des compétitions et il y a environ 10 candidats pour une bourse et ça nous plaît et nous allons augmenter le nombre de bourses, le quota de bourses.
Parmi les caractéristiques uniques de nos relations, je voudrais citer que 27 de 33 pays de l'Amérique latine ont signé les accords avec la Russie sur les voyages sans visa pour nos citoyens. C'est le chiffre tout à fait record. Par rapport aux autres régions du monde, les touristes russes peuvent voyager, peuvent se rendre au Cuba, à la République, en République dominicaine, sans visa. Ils peuvent voir les sites touristiques au Pérou, au Mexique, au Guatemala, le football, le carnaval de Brésil. Tout cela attire les touristes et fait augmenter le nombre de touristes. L'année prochaine, nous aurons la possibilité de déployer les efforts communs visant à développer la coopération multilatérale. En septembre 2025, nous allons organiser une compétition internationale de chansons Intervision. Et plus de 25 pays du monde, y compris ceux de l'Amérique latine, ont exprimé leur intérêt envers cet événement. Nous sommes prêts à accueillir les touristes de l'Amérique latine, les montrer le Baïkal, le Kamtchatka, Sochi, Souzdal, l'Altaï, Saint-Pétersbourg. Nous avons beaucoup de sites très intéressants, merveilleux, et les touristes auront la possibilité de faire un voyage par la voie ferroviaire de Transsibérie, de voir les paysages et d'être admirés par cette nature. Quant aux activités de l'administration du président américain, cette administration maintenant choisit sa composition. Le 20 janvier, cette administration prendra le pouvoir. Vous savez, nous ne sommes jamais bercés d'illusions ou d'espoir. Y réfléchir, en discuter, dire que voilà, s'il y a un tel président, ce sera mieux, et s'il y a un autre président, alors il faudra faire autre chose dans un autre domaine. Nous ne voulons pas jouer aux devinettes, mais nous allons attendre jusqu'à ce que la politique de la nouvelle administration américaine soit formée. Nous comprenons qu'il y a un consensus bipartite aux États-Unis pour la question russe. Ce n'est pas un consensus amical, c'est un consensus russophobe, je le dis ouvertement. Et quoi que soit l'appartenance en parti politique, les élites au pouvoir vont appliquer la politique visant à affaiblir la Russie en tant que concurrent. Je l'ai déjà dit à propos des concurrents, quel que soit le concurrent, la Russie, la Chine ou même l'Europe, les États-Unis aspirent à affaiblir ses concurrents. Ils ont proclamé le principe « Aucun pays dans le monde ne doit être plus fort que les États-Unis ». Oui, on comprend que la vie est plus dure que de différentes déclarations, mais pour réaliser les réalités et pour agir de manière différente, les États-Unis devraient passer par un chemin assez long. Ils doivent sentir ce que c'est que les réalités du monde multipolaire. Pour l'instant, dans les documents doctrinaux des États-Unis, la Russie est inscrite en tant qu'adversaire et les représentants de l'administration présente ont appelé la Russie d'ennemi. La Russie a été inscrite comme la menace existentielle. Le défi suivant, c'est la Chine. Bref, les États-Unis sont conséquents dans leur approche. Mais en même temps, nous voyons des signaux qui ont fait par l'équipe de Trump. Ils veulent renouveler le dialogue et c'est tout à fait raisonnable et c'est tout à fait normal. Au moment des relations plutôt hostiles, quand même, il y a eu l'option du dialogue pour voir quelle est la position des uns et des autres. Je pense que c'est ça le sens de la diplomatie. Les diplomates parlent même pendant les guerres. On a des signaux de la part de la nouvelle équipe à Washington
concernant le rétablissement du dialogue interrompu par Washington après le début de l'opération militaire spéciale. Bon, si ces signaux existent, bien sûr, nous allons y répondre, mais c'était les Américains qui ont rompu ce dialogue et c'est à eux de faire le premier pas. Nous entendons une formulation officielle de la politique de Trump vis-à-vis de la Russie. Si Washington tienne compte de nos intérêts légitimes, bien sûr, ce dialogue ne sera pas inutile et donnera des résultats. Sinon, si nos intérêts ne sont pas pris en compte, alors tout restera comme il est. Quant aux menaces que vous avez mentionnées, les menaces de la nouvelle administration des États-Unis vis-à-vis du Sud et de l'Est, les menaces d'augmenter les taxes, les menaces de punir ceux qui n'utilisent pas le dollar mais utilisent autre monnaie, autre plateforme de paiement. Vous savez, nous ne sommes pas étonnés parce que ils veulent éliminer tout concurrent, avoir des bénéfices unilatéraux. C'est le trait caractéristique de la politique des États-Unis. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. L'ingérence dans les affaires souveraines des États indépendants, c'est ce qui caractérise depuis longtemps les méthodes de Washington. Donc, tout cela pour dire que cela va se poursuivre, il faut y être prêt. Mais, encore une fois, je le réitère, je crois que la vie doit faire les États-Unis comprendre les tendances et les processus réels du monde d'aujourd'hui. Ils doivent comprendre que le dictat ne peut plus être l'instrument principal du fonctionnement des relations internationales. Et nous passons à LCI, c'est la chaîne, c'est la société TF1. J'ai Roma Garot. On ne voit pas le voir, mais on va l'entendre. À vous la parole. Bonjour, j'aurais deux questions pour LCI. Première question. Monsieur Lavrov, hier, le 25 décembre, plusieurs dizaines de missiles ont été lancés en direction de l'Ukraine. Pourquoi avoir choisi ce jour, le plus sacré pour des centaines de millions de chrétiens non orthodoxes, pour lancer une telle attaque? Est-ce que vous ne pensez pas choquer même certains de vos alliés à travers le monde? Et deuxième question, plus tôt en décembre, Emmanuel Macron a organisé une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Paris. Pensez-vous que le président américain peut soutenir l'Ukraine plus fermement qu'il ne l'a dit pendant sa campagne? Que pensez-vous de cette rencontre organisée à l'initiative de la France? Merci. Alors, quant aux hostilités qui sont menées dans le cadre de notre opération militaire spéciale, plutôt dans le cadre de cette guerre qui a été déclenchée par l'Occident, y compris par la France. C'est la guerre qui est menée par procuration, par les mains du régime ukrainien. Je crois que vous, en tant que représentant des journalistes, vous avez vu ce qui s'est passé le 25 décembre. Vous avez vu non seulement les actions de nos militaires, mais vous suivez la question dans son ensemble. Et j'espère que vous comprenez la gnécologie de ce problème et dans quelle direction ce problème se poursuit. Je ne veux pas donner de grands commentaires à ce sujet parce que nous avons plusieurs fois exprimé notre mécontentement quant à livraison des scalps, des attaques MS, des Storm Shadow britanniques. La livraison de ces missiles à longue portée au régime de Kiev, et nous avons prévenu que le transfert de ces missiles mortels n'amènera qu'à l'escalade. Nous avons dit que le régime de Kiev n'était pas capable de respecter les règles de la guerre, n'est pas capable de respecter le droit humanitaire. Vous suivez, je crois, les informations qui sont peut-être passées sous le tapis en Europe, mais chez nous, cette information est disponible à la télévision, sur Internet, dans les réseaux sociaux. Et chaque jour, il y a des frappes des drones, soit avec vos missiles. Et ce sont des frappes effectuées sur des cibles civiles. Des civils meurent, sont visés les ambulances, les hôpitaux, les écoles, les marchés et sur autres sites civils, comme je l'ai déjà dit. Et personne, jamais, je parlais
des pays occidentaux qui livrent des armes au régime nazi de Kiev. Jamais ces pays n'ont prévenu Kiev. On nous dit que c'était une violation flagrante du droit humanitaire international. Cette attitude, jusqu'à ce que cette conduite de Kiev continue, et d'ailleurs cette attitude est promue, favorisée par la France, par les pays occidentaux, alors si ça continue, nous allons répondre aussi de manière adéquate. Mais nous visons uniquement les cibles militaires, les sites du complexe militaro-industriel et autres sites qui sont liés au fonctionnement des forces armées ukrainiennes. Le 20 décembre, les missiles Atakemes et Storm Shadow ont frappé les cibles civiles de la Fédération de Russie et, en réponse, nous avons lancé les missiles de haute précision. Nous avons frappé le poste de commandement des services de sécurité de Kiev, l'atelier Luch, qui effectue l'élaboration et la construction des missiles Neptune ainsi que les lance-roquettes multiples Olka, ainsi que les positions du système de défense antiaérienne Patriot. Tous les cibles ont été atteints. Nous frappons les points d'où on frappe notre pays, notre territoire. Et je souligne encore une fois, les Ukrainiens frappent les cibles civiles. En résultat, il y a beaucoup de victimes civiles. Encore une fois, le président russe a dit que nous choisissons nos cibles compte tenu des menaces qui ont fait à la Fédération de Russie. Ça peut être des sites militaires, des sites du complexe militaro-industriel, ainsi que les sites de prise de décision à Kiev. Mais répondre et frapper les cibles civiles, ce n'est pas dans nos règles. Ce sont les règles des nazis qui sont à Kiev et ce sont les règles de ceux qui leur livrent des armes pour qu'ils détruisent les infrastructures civiles et pour qu'ils anéantissent les civils. Quant à votre deuxième question, vous savez, nous sommes déjà habitués à un grand nombre d'initiatives de la France. Nous savons que la France organise des différentes rencontres, des conférences. Je me souviens du décembre 2015, le président Hollande a annoncé la conférence de la Libye. Nous avons participé à cette conférence. Pendant 11 jours et demi, cette conférence a été organisée, des discours ont été prononcés, ensuite tout le monde l'a oublié. Mais on l'a montré de manière très jolie sur la télévision. Il me semble que nos collègues ont cette aspiration de jouer un rôle initiative dans de différents domaines, dans de différentes questions, mais nous ne savons pas quel est le résultat de ces actions. Nous ne savons pas si c'est une volonté sincère. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand même, nos collègues français se sont adressés à nous par des chaînes closes. Et c'était juste la proposition d'organiser un dialogue sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Donc c'était en violation de votre principe, pas un mot sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Bien sûr, nous ne vous refusons pas ces contacts, nous sommes prêts à vous écouter, mais en parallèle, la France est l'initiateur principal d'envoi des forces de maintien de paix vers l'Ukraine, forme des détachements de combat des militaires ukrainiennes, et la France également dit qu'il faut continuer de frapper la Russie et faire en sorte que l'Ukraine se prépare à ces pourparlers et ait des positions plus fortes. Donc il y a cette conduite un peu double. Et en fait, ainsi, dans ces conditions, on ne peut pas traiter de manière sérieuse les initiatives des collègues français. Et quant à la rencontre qui a eu lieu dans le cadre de l'ouverture de Notre-Dame de Paris, vous savez,
Je n'ai pas vu de signaux qui pouvaient nous rassurer et j'ai toujours cette impression que la chose principale dans cette rencontre, c'était l'image. 3 responsables politiques, ou plutôt 2 responsables politiques et un raciste nazi, ont pris une photo sur fond de Notre-Dame. On termine le sujet qui a été soulevé par le journaliste français. Il y a 2 semaines, il y a 15 jours, Viktor Orban a déclaré sur ses réseaux sociaux que Zelensky avait refusé la trêve de Noël. Et nous passons à la question finale, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les collègues, je passe la parole à la chaîne RT. Bonjour, Lavrov, je vous présente mes vœux de Nouvel An. J'ai 2 questions. Le représentant de l'OTAN parlait des projets pour 2025. Il a dit du renforcement de la présence de l'Alliance en Ukraine. Il a dit que l'OTAN envisageait de renforcer cette présence l'année prochaine, donc en 2025. Monsieur Lavrov, comment vous pouvez commenter les projets de l'OTAN d'élargir leur présence en Ukraine et est-ce qu'il faut s'attendre à une réaction officielle de la Russie à cet élargissement? Et deuxième question, je poursuis le sujet de la série. Quel sort est réservé aux pourparlers dans le cadre du format d'Astana, surtout compte tenu du fait que ce format s'est montré efficace en matière de sa coordination avec les parties syriennes? Alors, quant à la présence de l'OTAN, quand on dit l'OTAN, on dit les États-Unis. Et les services spéciaux des États-Unis, la CIA et autres services ont été présents en Ukraine bien avant le coup d'État. Après le coup d'État, ils s'y sont implantés. Je crois que dans les services de sécurité de l'Ukraine, ils ont occupé un étage, voire 2. Alors, le régime de Kiev qui a pris le pouvoir en résultat du coup d'État n'est pas indépendant, il est dépendant et personne n'a pas de doute là-dessus. Il y a des pays de l'Alliance nord-atlantique, de l'Union européenne, par exemple la Grande-Bretagne, qui sont présents là-bas. Et vous savez, conformément à la décision du sommet de Washington, tenu au mois de juin, un bureau du haut représentant de l'OTAN en Ukraine a été créé. Ce poste a été créé à l'issue du sommet de Washington et je crois qu'une 50aine de personnes travaillent maintenant dans ce bureau et encore 20 personnes devraient faire leur apparition à Kiev l'année prochaine. Probablement, c'est de cela qu'il s'agissait quand vous avez mentionné ce fait. Mais vous savez, ce n'est pas un grand événement. Quand même, c'est un facteur de plus qui démontre que Washington et ses alliés mettent la main sur l'Ukraine, établissent le contrôle sur tous les domaines de vie de cet État, y compris le secteur de sécurité, le secteur de la défense. L'Occident donne des conseils à Zelensky et lui conseille d'agir de manière qui plaise à l'Occident. Par exemple, baisser l'âge de mobilisation jusqu'à 18 ans. On ne cache pas que c'est s'inscrit dans l'intérêt des États-Unis. Vous vous rappelez peut-être le sénateur Lindsey Graham qui a visité l'Ukraine, qui a pris des photos, a fait de belles images avec Zelensky et il faisait savoir qu'il y a de grandes richesses en Ukraine, des minéraux, des terres rares. Il disait que ce grenier, il ne faut pas qu'il soit dans les mains de la Russie parce que c'était un grenier très riche des métaux, des terres rares. Et le secrétaire Blinken est aussi célèbre par ses déclarations. Il défend publiquement la nécessité de la guerre en Ukraine parce que cela représente, selon lui, des avantages financiers et économiques pour les États-Unis. Il y a des terres riches en Ukraine et d'ailleurs ces terres ont été achetées par les Américains. Ce n'est pas un grand secret.
Alors tout ce que nous disons à propos de la crise de l'Ukraine, tout ce qui a été indiqué par le président en tant que principe de ce règlement, à la base de l'élimination des origines de ce conflit, c'est ce qui se base sur le droit international et sur les engagements de l'Occident et de l'Ukraine. Alors tout cela, c'est notre position sans alternative. Et quant à la Syrie, le rôle du format d'Astana, j'ai déjà touché à cette question. Ce format, le format d'Astana, a été créé à l'issue d'une conférence nationale des responsables des forces politiques et ethniques de la Syrie. Dans le cadre du format d'Astana, nous nous sommes réunis plus de 20 fois. La dernière rencontre a eu lieu le 7 décembre à Doha, à la veille des événements qui se sont produits en Syrie, avec mes collègues de l'Iran et de la Turquie, avec le représentant Geir Pedersen, le représentant de l'ONU. Nous avons pu suivre cela de près et nous avons pu discuter de cette situation. Nous échangeons nos appréciations, nos opinions là-dessus. La position de l'Iran, de la Russie et de la Turquie est la suivante. Le format d'Astana peut toujours jouer un rôle positif, d'autant plus que il a toujours intégré en tant qu'observateur les pays arabes, c'est le Liban, l'Irak, la Jordanie, et il y a les monarchies du Golfe Persique qui manifestent leur intérêt à cette question. Donc, nous avons indiqué notre capacité d'aider, et cela a été fait par les Turcs et par les Iraniens. Les pays arabes sont au courant de nos possibilités. Et Ahmed Shara, d'ailleurs, a dit que les relations entre la Russie et la Syrie sont de longue date et ce sont des relations stratégiques. Et je crois que les nouvelles autorités syriennes peuvent définir le format, les traits de ce format d'Astana, comment il pourrait aider le processus qui a été entamé en Syrie. Encore une fois, je vous dis que nous avons des contacts très étroits avec le peuple syrien depuis l'époque soviétique, où notre pays a soutenu de manière active la volonté des Syriens de se débarrasser du colonialisme français. Toutes les années suivantes, nous avons apporté notre aide à la création de l'économie, de l'industrie. Nous avons aidé à développer le domaine social de la République arabe syrienne. Et nous comprenons que le peuple syrien s'intéresse à établir de bonnes relations avec tous les acteurs, tous les pays étrangers, et sans exclusion. Et je pense que c'est tout à fait normal, c'est juste, et c'est le facteur qui garantira l'unité et la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'État syrien. Nous sommes prêts à y apporter notre soutien. Ahmed Shara subit une grande pression de la part des Américains, des Européens. Tout le monde cherche non pas à préserver l'unité des forces ethnopolitiques de la Syrie, mais tout le monde veut avoir plus d'influence, voire s'accaparer des territoires dans cette région. C'est l'égoïsme de l'Occident et je pense qu'il y a un exemple très révélateur. Madame Kaja Kallas, la nouvelle chef de la diplomatie européenne, a fait une déclaration. Elle a exigé que la Syrie arrête son interaction avec la Russie. Et autre exemple, le représentant de l'Estonie a dit que l'Estonie n'allait pas apporter son soutien à Damas si Damas ne ferme pas les bases militaires de la Russie. Vous voyez, ça craint. C'est de la goujaterie diplomatique auquel nous nous sommes habitués. Ce sont les méthodes des autorités ukrainiennes. Il insulte tous ceux qui ne marchent pas sur leur houlette. Ce sont les méthodes de nos voisins européens. Mais je pense que la vie leur va apprendre à respecter les intérêts de tous les peuples sans exclusion et de se débarrasser de leurs méthodes néocoloniales. Alors nous allons continuer.
Chers collègues, merci d'avoir participé à cette interview et nous terminons l'interview de M. Lavrov. Je vous remercie.